Pour les manuels scolaires, le Sahara est un immense désert de dunes de sable et de plateaux pierreux. C'est le pays de la désolation, de la pauvreté, de la soif et de la mort. La silhouette d'un arbre unique ressemble à un mirage, car rien ne peut vivre sur cette terre. Cette vérité, vieille comme le Sahara, n'est plus exacte. Demain, sans doute, les écoliers apprendront le contraire, et cela parce que dans ce désert total, des hommes possédant la foi, l'audace et un matériel fantastique ont réussi à plonger leur regard dans les profondeurs. L'œil du pétrolier, c'est ce trépan qui s'enfonce dans la roche, traverse un à un tous les âges de l'histoire de la Terre. À mesure que descend le trépan, on vise de nouvelles tiges que le puits avale l'une après l'autre. 2000, 3000, 4000 mètres parfois, avant d'atteindre la couche, l'hydrocarbure dort depuis des millénaires. À la fin de ce travail qui peut durer des mois, les pétroliers s'en vont, laissant derrière eux, perdus dans l'immensité, ces vannes discrètes qui sont un des symboles de la richesse du monde. Le cadre est à la mesure de l'aventure. 1500 km de large, 4500 km de long, voici l'échelle du Sahara. Cet énorme territoire, les hommes du pétrole l'ont jalonné de ces bornes qui sont autant de gages pour l'avenir. À Edgelé, à Hassim et Saoud, déjà le pétrole a jailli, et ce n'est qu'un début. Il est trop facile de jongler avec des chiffres qui ne sont que des hypothèses. Une chose est sûre, incontestable, les promesses du Sahara sont presque incalculables. Ce jour-là, 15 janvier, un convoi s'est attaqué aux 1500 km qui séparent Insala d'Edgelé pour acheminer un nouvel appareil de forage, une tour démontable et pliante, spécialement adaptée aux conditions de ce travail hors série. Mais cette merveille technique, il faut la transporter à travers une immensité sur un terrain de traîtrise. Et même, dans bien des cas, si les hommes ne s'empressaient pas comme des fourneaux au secours de la machine, le convoi resterait sur place, à jamais prisonnier des sables. En demandant le maximum à ses 100 chevaux, le tracteur ne fait guère plus d'une centaine de kilomètres par jour, la distance de Paris à Chartres. La destination est une structure du secteur d'Edgelé où tournent déjà plusieurs sondes. Et par une froide journée d'hiver, 15 jours après son départ, le convoi touche au but, TG 103, le camp de Tigen Twin. Alors, ça s'est bien passé, oui? Vous avez fait bon voyage? Alors, oui, ça va? Le voyage, c'est bien passé? Qui arrive là, hein? Quel convoi? C'est pour voir la nouvelle sonde qui arrive d'Insalas. Ah bon? Voilà, Goofy, qu'est-ce que tu fous au Sahara? Ça vient mort, Palou, comment ça va? Je croyais toujours. Ah bon, moi? Ah, mais tu vois, je voulais te voir. Pas ça comme ça, c'est hein? gentil, moi, c'est gentil. Salve, sonneur. Marche pas fort. Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait froid dans le pays? Et le Sahara fait moins 10 quelquefois avant. Ces hommes sont ceux qui ont déjà trouvé le pétrole à Parentis, dans le sud-ouest de la France, ou à Port-Gentil au Gabon. Les frères de ceux qui cherchent inlassablement le pétrole à Madagascar ou dans le Grand Erg occidental. Leur vie a les couleurs de l'aventure, mais se défendent d'être des aventuriers. Ce sont des travailleurs comme les autres.
Ils ne sont pas à la poursuite de l'exotisme, mais du pétrole. Demain, ils se retrouveront indifféremment dans le Pacifique ou sur les bords de la Loire. Aujourd'hui, ils vivent au Sahara, parce que le Sahara est leur chantier. On a soudé. Monsieur Perlot, c'est au chantier. Allez, au chantier. Bon, bah, j'ai quand même prévenir Maison Rouge de votre arrivée. Justement, on a la liaison, puisqu'on a un pépin sur la sonde. Et qu'est-ce qui se passe? Sur la carte désert, TG-103 n'est pas grand-chose. Un point minuscule, un camp d'une douzaine d'hommes groupés autour d'une sonde, isolé dans le sable à plus de 100 km de la base, Maison Rouge. Allô, 47 Maison Rouge, allô, 47 Maison Rouge, ici TG-103 qui vous appelle. M'entendez-vous à vous? Allô, TG-103, ici 47 qui vous écoute, à vous. Alors le chef de secteur m'a demandé que je rappelle à 2 heures et que je pourrais lui parler. À vous. Ne quittez pas, je vais chercher M. Fabre. Toute proportion gardée, Maison Rouge est une sorte de capitale. M. Fabre, il y a TG-103 qui demande. Les 10 sondes qui travaillent sur le secteur des gelées sont reliées par radio à cette station qui fait office de cerveau, de centre nerveux. Arrive avec autre chose à me communiquer en attendant, à vous. Ok, nous vous signalons que l'avant-garde de la sonde venant d'Insallah est arrivée ce matin et demande l'emplacement exact du futur forage. L'emplacement exact du futur forage. Avez-vous compris, à vous? Allô, Fabre à l'appareil. Bon, pour le convoi, M. Caillon, l'ingénieur Gilles montera cet après-midi pour situer le nouvel emplacement de forage. Alors, où en êtes-vous sur la sonde? La sonde, l'arme maîtresse de la prospection. Pour qu'elle puisse élever dans le ciel du désert les géométries de ses charpentes de fer, pour que l'millier de chevaux des diesels enfoncent le trépan au fond des cheminées vertigineuses qui mènent au pétrole, il a fallu des années d'efforts et une insoupçonnable rigueur d'organisation. On a peine à le croire, dans ces régions qui comptent aujourd'hui une vingtaine de puits productifs, en 1955, il n'y avait rien. Avant les explosions de recherche sismique, les géophysiciens et les topographes ont ausculté 1 200 000 km². Mais que ce travail surhumain ne soit pas stérile, pour que les pétroliers puissent s'installer, il a fallu aménager le néant, créer des aérodromes, tracer des pistes, acheminer un énorme matériel. Ce qui était impensable hier est désormais banal, le désert est habité. Certes, ces villages n'ont rien de champêtre, ils sont si abstraits qu'on n'a pas su leur donner de nom de baptême. Ils s'appellent comme des formules chimiques ou des planètes lointaines, TG-103, CD2, MP1. Dans les sables hostiles, la vie a pris racine. Une vie rigoureusement artificielle qui ne tire rien du sol ni du ciel puisque l'air lui-même doit être conditionné. Mais on ne conditionne pas les hommes. Ceux-là rêvent souvent à d'autres maisons qui sont des foyers, à d'autres villages qui portent des noms chantants, à des chemins ombreux, au bruit d'une source. La source ici se cache dans les profondeurs. Pourtant, il faut de l'eau. Les machines ont une consommation effarante. Les hommes aussi. En été, 50 degrés à l'ombre. Cette lutte de l'homme contre le climat, contre les distances, contre les chiffres, ne tolère ni trêve ni repos. Le prix de revient d'une sonde varie entre 1 et 2 millions par jour. C'est dire que pour les pétroliers, il n'y a pas d'incident, il n'y a que des catastrophes. Ainsi, sur la sonde de Tigen-Tourin 103,
le tubage ne veut toujours pas descendre. En termes clairs, cela signifie que le forage risque de stopper. Et nous n'avons pas gagné un centimètre. Il ne reste plus qu'une chose à faire, remonter et faire le passe d'Alaiseur. Entendu, remontez. Je passerai vous voir cet après-midi avec M. Caillon. Transmis de Maison Rouge, les ordres sont aussitôt communiqués au chef de chantier. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit de remonter le tubage. Fab doit venir ce soir pour assister à l'opération. On y va, allez, hop. On va les monter en double dans le dérive, non? Mais qu'est-ce qui s'est passé au juge? Ce qui s'est passé est très simple. Il est impossible de faire tourner une vis droite dans un trou coudé. À plus forte raison, lorsque la vis a 2 km de long. Faire au forage, hein? Émile, remonte! Aussitôt après avoir reçu le message radio, Fabre, le chef du secteur d'Edgel, a lancé sa Jeep sur la piste qui relie Maison Rouge à Tiguen-Toury. Lorsque la vie de 300 hommes et des capitaux considérables dépendent des réflexes d'un seul, celui-là, même s'il n'a que 30 ans, prend vite l'habitude des décisions et des responsabilités. 130 km de piste. La Jeep n'arrivera pas avant la nuit. Pour Fabre, comme pour le chef de chantier venu à sa rencontre, ni l'heure ni le décor comptent beaucoup. Les techniciens ont peu de temps à consacrer au romantisme. Alors, qu'est-ce qu'il y a, à votre avis, dans ce trou? Ben, je pense qu'il y a un coude, quoi. Un coude dans le trou. On a essayé de passer avec la circulation, ça n'a donné aucun résultat. Moi, à mon point de vue, je pense que c'est une passe d'Alaiseur qui on n'a bien. pas sur place. Enfin, je vais essayer d'en faire venir un par Alger. On l'aura peut-être par avion de demain. C'est la seule solution. D'accord. Bon, vous rentrez au camp, mais je voudrais bien faire un tour sur le chantier. Oui, ben je vous suis. Oh, ben non, nous allons prendre un seul véhicule. Je vais monter avec vous, si vous voulez, je reprendrai ma Jeep en revenant. Bon, ben d'accord. La situation est sans équivoque. Le tubage se bloque et le seul remède consiste à descendre un Alaiseur pour redresser le coude du puits. Sans quoi la sonde s'arrête inexorablement et chacun sait ce qu'il en coûte. Vous voyez, cette boue confirme qu'il y a un coude dans le trou. Et... Oui, il n'y a pas de doute. N'insistons pas, on arrête tout. D'abord, j'ai un message urgent à passer pour Alger. Je commence 23 897. Monsieur Fabre, TG 103, à directeur Krebs, Alger. Voici le texte, il est court. Impossible descendre tubage. Sonde AT. Sonde
Arrêtez. Stop. Envoyé sans faute par avion ce jour. À les heures 8h30. L'endroit le plus proche où l'on puisse trouver un laser est Alger. Et Alger est à 1300 km. Le message est arrivé, ça va? Ben oui, j'ai eu une maison rouge, il faut partir le message sur Alger tout à l'heure. Si Alger se débrouille bien, on aura les heures à la viande ce soir. Monsieur Fabre, qu'est-ce qu'on fait pour le 500? Est-ce que Jerrycan ça suffira? Oui. Bon, alors vous n'avez qu'à prendre là, votre vide, remettez-le-moi quand vous l'aurez vidé. Les deux prochains sondages seront très rapprochés, vous pourrez utiliser le temps pour les deux. Oui, ben vous n'aurez qu'à leur montrer tout à l'heure, moi je m'en vais maintenant. Alger. Bon, alors, rendez-vous ce soir pour l'avion, par la caserne. Oui. Monsieur Fabre, j'ai remis les jerrycans en place. Merci, David. À tout à l'heure à l'avion. Tout à l'heure. Oh, l'avion. Oh, allez les enfants. L'avion. Tout le monde y pense. Ceux qui vont partir après 2 mois de désert pour une détente de 15 jours dans un climat physique et moral plus humain. Ceux qui restent aussi, et auxquels l'avion apporte le courrier, le ravitaillement, le matériel, la vie en somme, 9 tonnes de vie, 3 fois par semaine. La laser est là. Ce morceau de métal sans quoi la sonde de TG-103 serait une construction vaine, frappée de paralysie. La pièce maîtresse qui va rendre le mouvement à la sonde est aussitôt déchargée. Le camion-citerne qui assure le ravitaillement en eau de Tiguen-Tourine se chargera du transport. Oh, le courrier. À l'autre de la piste, les hommes se réchauffent comme ils peuvent. On l'oublie facilement, en janvier, lui, il fait -7 au Sahara. Oh, les gars, les lasers. Eh bien, ils ont fait vite. Heureusement qu'ils arrivent maintenant. Mais en route! Toute cette peine, tous ces efforts prennent leur vrai sens et leur vraie dimension. Le pétrole jaillit. Les acteurs de cette épopée n'ont pas l'allure épique. Ils ne ressemblent ni à Buffalo Bill ni à Superman. Sur les trottoirs des villes où ils vont parfois, personne ne se retourne à leur passage. Et pourtant, ce sont eux, ces hommes comme les autres, qui réalisent au jour le jour une aventure sans précédent. Pour les peuples comme pour les individus, les portes de l'avenir restent closes. Mais c'est la chance insigne d'une nation de pouvoir compter sur une poignée d'anonymes,
qui, dans un des plus grands déserts du monde, travaille à préparer les atouts maîtres qui transfigureront son destin.